comme tous les lundis entre 22h et minuit. Depuis 23h, les drôles de dames sont là. Nous avons fait l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne se prépare, place à l'Italie. Jingle Simone Rovera. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez, Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. L'occasion que Arsenal, il faudrait échanger ça. Il faudrait faire les chapeaux comme ça, on change. En même temps, l'occasion qu'il rate à Newcastle Manchester United, c'est chapeau 4. Pourquoi il attend? Ah oui, mais Les il dit qu'il a le chapeaux temps. avec la Ligue des Champions. Alors, c'est j'ai retour en une mars, explication. Hein. Ah C'est oui, vrai, Philippe. ça m'intéresse. En commentant le match, je me suis dit, mais c'est pas. Surtout lui, quoi, qui est très instinctif devant le but. Oui, Pourquoi il absolument. attend ce temps supplémentaire? Et alors, je vais te dire un truc, et c'est quelque chose qui m'a été dit par quelqu'un qui était au stade et tout près de l'action. Il m'a dit, ça paraît invraisemblable de dire ça, mais il y a eu un coup de vent, une bourrasque, juste pile au moment où il s'apprêtait à contrôler le ballon. Et je n'invente rien. Je n'invente rien. Ou pas Non. C'est le mec qui lui a dit ça. Je n'invente absolument rien. Dans un stade, une boum. Non, mais surtout, pourquoi ça le gêne? Enfin, bon. Pourquoi ça le gêne? Parce que le ballon, si tu regardes les images à nouveau, tu verras que la course du ballon est déviée et que tout d'un coup, le geste instinctif qu'il voulait faire, il se on est retient. costaud au niveau de la. Sur BFM Sport, on va vous remettre les images d'Alexis Sanchez. Parce qu'il peut frapper et il attend un. Mais il attend, Non, mais ça, en c'est fait, pas ça, il Oui, c'est mais on est Anthony obligé de se Martial, ça. refaire tout le ralenti, Ça, tout c'est le résumé du Anthony match. Martial. Ah, on est Enfin, obligé. peu D'accord. importe, c'est un détail. Non, on va le voir, Philippe. Attends. Et on va commenter ça, bien sûr, à la radio. Sur Bien entendu. RMC, en même temps. Pour ceux qui n'ont pas les images. La bourrasque. C'est là. C'est là la bourrasque? Non, c'est. Ah oui, si, il a pas bourrasque. Attention à la bourrasque. Attention, ça va arriver. Sanchez qui est là, il peut marquer là et bourrasque. Oh, le vent. Non, il n'y a pas de bourrasque. ouais, N'importe c'est ce qu'il quoi. dit. Le mec qui t'a dit ça, Oui. Il y en a un autre ralenti En après. tout cas, on a tout vu à la radio. Hein. Oui, et bah, c'est le but. Voilà. On est là pour vous décrire. Bon, Simone. La Juve, plus solide que jamais. Oui, je trouve. C'est un Anctil Poulidor dans le Puy-de-Dôme, là. Naples. Bon, pour toi, c'est Bartali et Copi. Ouais, c'est ça, c'est Bartali Cop. Bah, c'est aussi Naples, Juve. Juve, Maintenant, voilà. c'est la nouvelle épopée italienne, c'était européenne, parce que je ne vois pas un championnat si ouvert et si intéressant au tableau, avec un duel première et deuxième si ouvert, si intéressant. Non, mais la Juve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de faire une saison magnifique, et surtout, ils ont trouvé une solidité derrière, que même au plus beau jour de la BBC, quand on jouait à 3, on disait c'est la meilleure Combien de défense. matchs son but, là? Ils ont encaissé un but sur les 16 derniers matchs. Quand même. Qui Et- est l'auteur de ce miracle? Bah, il y en a plusieurs. Un, c'est Massimiliano Allegri, bien sûr. Non, mais celui qui s'il y a avait qu'un marqué. Celui qui avait marqué. Il y a qu'un but. Un ancien de la Juve, Martin Caceres, défenseur. Martin Caceres. Qui maintenant il joue à la Lazio, mais là c'était encore Sur un coup de pied arrêté, à Vérone. Non, sur une frappe de loin. Ah d'accord. C'est projeté quand même. Pour la première partie de la saison, il était très très bon à Vérone. Maintenant, il est à la Lazio. Mais il y a plusieurs mérites dans si la Juve a trouvé cette solidité. Il y a un changement des systèmes qui a aidé beaucoup. La Juve joue maintenant en 4-3-3. On peut dire merci aussi malheureusement à la blessure d'Dybala qui a un peu libéré Allegri de certaines contraintes de mettre Dybala sur le terrain. Je trouve une Juve encore plus solide depuis que l'Argentin s'est blessé. Ouais, des fois. C'est fou, Dybala, c'était le mec incontournable. bien sûr. Des fois. Il a sorti le Barça quasi tout seul. Aujourd'hui, l'année tu peux dernière. presque, si tu suis trop l'actualité italienne, tu peux oublier qu'il dit bah là il joue à la Juve parce que ça fait un mois et demi qu'on les voit plus. La Juve marche très bien. Il est déjà dans son transfert au Real. Il est déjà dans son peut-être un transfert. Il est plus à la mode. Hein. Il y a un an, oui. Il y a un an, le Barça était dessus, le Real regardait, mais là aujourd'hui, c'est plus. Plus à la mode, il va quand même revenir à la C'est un peu mode. peut-être dans son transfert avorté au Barça, c'était peut-être possible. Et l'autre, le homme du miracle, et c'est un peu inattendu, mais c'est lui qui aujourd'hui est, je crois, les meilleurs défenseurs des Serie A avec Skriniar de l'Inter, et c'est Mehdi Benatia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon copain. Tiens. Mon copain Benatia. Et là, il faut dire que la Juve change les joueurs. Parce que le Benatia de la Roma était un bon défenseur, oui, mais il n'était pas si costaud à niveau mental. Le Real du Bayern n'était pas, à mon avis, si extraordinaire. Tu joues à côté Il n'était surtout pas complètement titulaire. Il y avait des mecs plus forts que lui. Et que la Juve transforme les joueurs de tout temps, ça a été ça. Quand tu joues Ça en les défense rend plus forts, à côté ça des Buffon et Chiellini, avec une Barzagli en plus qui est derrière, qui a joué quelques matchs dans cette série des 16 matchs, une seule but encaissé, Benatia était titulaire en 14.
Si tu regardes entre tous les défenseurs et le milieu de terrain, c'est celui qui est plus des fois titulaire. C'est incontournable pour Allegri. Une anecdote là-dessus sur la Juve qui transforme les joueurs. Tu le sais, toi, Simonet, c'est dans les chambrages entre supporters. Les supporters de la Juve n'ont par exemple absolument pas peur. Quand un mec un peu présumé vedette est dans un autre club en Italie mais pas très bon, ils disent file-le nous, il n'y a aucun problème. Ça avait fait ça avec Edgar Davids. Tu te souviens, Edgar Davids, avant, c'est où est-ce qu'il est? À l'Inter. Non. Quand il arrive à la Juve, il n'était pas à l'Inter. Il était à Milan. À Milan. Et il se foutait de la gueule, parce que là-bas il n'était pas bon. Et il dit c'est bon, nous on va le prendre, vous inquiétez pas. Et à la Juve, il est devenu monstrueux. Cannavaro, quand il était à l'Inter, il n'était pas au niveau qu'il a atteint après en 2006. Donc la Juve vraiment est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, défensivement solide. Et quand je parle des 16 matchs, c'est pas joué seulement face à l'Aspal, à Vérone, il a joué face à Naples, à l'Inter, au Barça. Il a joué en coupe face au Torino, donc en derby, et face à l'Atalanta. C'est une équipe qui est... Ce week-end, il a joué face à la Fiorentina. Il faut s'y remercier un Buffon qui revient bien depuis sa blessure. Il y avait beaucoup de soucis, des rumeurs sur Buffon, c'est-à-dire cette élimination de la Coupe du Monde avait été très lourde, même à niveau mental pour lui. Alors, on disait, peut-être on ne le voit plus comme avant. Aujourd'hui, il revient bien. Son premier match, c'était en coupe face à l'Atalanta. Il arrête un penalty. Là, face à la Fiorentina, elle est encore décisive. Il y avait Di Biagio, sélectionneur d'intérim de l'Italie, qui a parlé avec Buffon apparemment après les matchs. L'intention de Di Biagio était de lui convaincre à être sélectionné pour les prochains 2 matchs amicaux. Buffon serait d'accord. Si Buffon fait 2 matchs amicaux, c'est parce qu'il ne veut pas s'arrêter là. Certaines infos qui arrivent de quelqu'un de très proche de Buffon, il faut savoir que Buffon est toujours plus décidé à continuer 1 an. Et on se demande si... un an, à quoi ça sert? Et on se demande si un an... C'est l'Euro 2020 alors? C'est l'Euro 2020? Le problème de ce genre, quand tu veux pas t'arrêter... Attends Fred, une seconde. L'Euro 2020, c'est possible? C'est pas impossible en ce moment. D'accord. Quand même, dans la tête de Buffon, il y a l'idée de ne pas arrêter son histoire avec la sélection, avec la Suède. La Juve lui laisse les portes ouvertes. Si tu veux continuer, on signe un contrat. Lui, en plein réflexion, mais apparemment, lui, il veut continuer en ce moment. Fred, qu'est-ce que tu sais quel est le risque? Quand tu veux pas t'arrêter, ça finit mal. Il est bon en ce moment ou pas? Il y a un moment parce qu'on a vu. L'avantage, c'est un gardien peut... Pourquoi il on va le voir là en Ligue des Champions. S'il est bon, il est bon. Oui, voilà, il est bon. Enfin, moi, je suis un peu surpris qu'on soit. Oui, non, c'est parce que tu te dis toujours qu'à un moment, ça va craquer, quoi. Bah ouais, mais juste pas assez l'âge, quoi, qui te donne cette. Alors, je suis d'accord avec vous, sauf que quand t'es joueur et que t'es bon, c'est compliqué de dire je suis bon, j'arrête, quoi. Après, la saison prochaine, rien ne peut exclure que lui soit titulaire en Ligue des Champions. Tinozoff avait arrêté à quel âge, les gars? C'était 40, pas 42. C'est un gamin. Zoff, il est champion du monde à 40 ou à 39? 40. À 82. Il a 39 à 40. À 40 ans. 40 ans, oui. Bon vieux. Donc, voilà. Ça, c'est... Mais Buffon fait partie aussi des joueurs. Il n'a joué que 6 de ces 16 matchs. Mais c'est quand même un joueur qui donne encore de la confiance. Rien à dire sur Chesney qui est parti. Alors, il faut qu'on avance un peu. Qui a continué. Chaque fois qu'il était là, il était très très bon. Simonet, Fred a une question importante. Gianluca Rocchi, arbitre de Real PSG. Qu'est-ce que tu penses? Très sévère, je trouve. Oui, il paraît, oui. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention s'il y a quelques défenseurs qui est un peu trop... Dire ça à Verratti, alors. Jérôme Roten disait très bon arbitre, lui qui a suivi la Serie A. Je me demande si Rocchi n'avait pas exclu Verratti sur un match de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Moi, je me rappelle d'avoir... Je crois pas de voir Verratti prendre un rouge. Je crois pas parce que je crois qu'il a très peu arbitré le PSG, voire jamais. Et voilà. Moi, je me rappelle d'avoir croisé. Je pense que c'était Rocchi. Non, mais je me rappelle maintenant une discussion que j'ai eue dans les couloirs du parc avec cet arbitre italien. J'ai demandé mais pourquoi t'as sorti les cartons? Et là, j'ai l'impression que c'était un match où Marco devait fêter son anniversaire. Après, il a été exclu. C'était chose. Bon. On avance un peu avec la Ligue des Champions là face à Tottenham. Justement, cette fameuse solidité de la Juve, on la verra. Moi, je crois que Tottenham. J'ai regardé les matchs, j'ai pas parlé sur la vie tranchée des Philippe, mais les Tottenham que j'ai vu face à Arsenal, ça va pas énormément inquiéter la Juve. Chiellini, comme je dis, les 2 défenseurs ils sont bien. Harry Kane a un état de forme extraordinaire. Ils ne se feront pas marcher dessus comme l'occasion du but de Harry Kane. C'est pas ça, au moins que j'ai vu dans ces derniers mois de la Juve, qui je trouve vraiment très 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 bien.
Et après, on part d'une équipe qui, depuis l'ouverture du stade de la Juve, c'était quoi, il y a 7 ans, donc elle a perdu un seul match en Ligue des Champions à domicile. Ouais. Ils partent le grand favori quand même, Simon. Non, mais ça, c'est sûr. On est tous d'accord. Moi, ces histoires, encore une fois, on ne va pas revenir là-dessus, mais non. S'il te plaît. quand arrivent les huitièmes, ce sont les grandes explications. Donc, aller envisager le favori du machin, sachant que les championnats sont différents, les contextes sont pas les mêmes, les oppositions que rencontre Tottenham ne sont pas celles du championnat d'Italie. La Juve doit rarement jouer en Italie contre des équipes capables de presser autant que Tottenham et tout. Ça, est-ce qu'on est obligé? De toute façon, aucun de nous n'est bookmaker professionnel, on n'a pas d'agence, n'est-ce pas, hein? Donc, soyons hyper heureux de cette Ligue des Champions qui revient, ça nous passionne tous, on va voir, c'est l'heure des règlements de compte pour tout le monde, de savoir où on est la Juve et qui reste quand même sur 2-3 campagnes de Coupe d'Europe réussies. Ça fait 2 finales sur 3 ans. Tottenham est un petit nouveau dans cette Ligue des Champions, avec un super entraîneur, des joueurs qui veulent s'affirmer, il y a 1000 trucs à découvrir. Okay. Est-ce qu'on est obligé de dire machin il est favori, machin ceci? Le problème, ton avis, Simonet, c'est que je ne comprends pas, moi, comment vous êtes capable, pour moi, vous êtes des génies, d'avoir un avis sur ce que peut faire Tottenham contre la Juve. Moi, j'en suis incapable. Moi, j'ai vu un match ce week-end et je suis pas été emballé. Copier le contexte d'un derby de Londres entre Tottenham, machin, et dire ce qu'il peut faire. Moi, pour moi, vous êtes des génies d'envisager ça. Et Daniel, non, c'est pas du tout ça. Le truc, quand tu parles d'être favori de ce type de rencontre, ça veut dire qu'il y a une équipe qui va aborder ces huitièmes de finale avec un statut d'outsider. Ouais, et donc, qu'est-ce qu'on en a à cirer de savoir ça, Philippe? Pardonne-moi, mais... Ce qu'on en a à cirer, c'est qu'il y a des équipes à qui un statut d'outsider convient beaucoup mieux qu'un statut de favori. Et dans le cas de Tottenham, c'est exactement ça. Oui, ça a une incidence sportive. C'est une incidence sportive, psychique, mentale. Oui, absolument. Absolument. Et c'est quelque chose qui, pour Tottenham, a de l'importance. Ouais. Je te dis ça comme ça. Moi, je te dis pas qu'ils vont passer ou qu'ils vont pas passer. Je te dis ça. Je t'explique simplement l'état d'esprit. On avance sur le week-end. Simonet, vous voulez qu'on revienne sur Naples aussi quand même, hein. Oui, très rapidement. Le plus beau but de l'année. Oui, ça continue à faire des choses extraordinaires. Le 4e but qu'ils mettent à la Lazio, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique, c'est une action où on voit tout, on voit une longue ballonne, une talonnade, des feintes, un petit touche d'extérieur du pied de Mertens pour marquer un but. C'est vraiment extraordinaire et il faut rappeler que certains joueurs, que 3 défenseurs sur 4 de Naples il y a 3 ans jouaient avec Maurizio Sarri, mais avec Empoli, que Jorginho, il y a quelques années, personne ne l'a connu. Mertens était un allié en Belgique, et Alain, personne savait qui était avant Naples. Donc, qu'est-ce que c'est en train de faire Maurizio Sarri? C'est extraordinaire, parce que lui, c'est pas les clubs qui changent les joueurs, c'est l'entraîneur qui est en train de faire un travail extraordinaire, et ces spectacles Naples-Juve, j'espère que ça va continuer jusqu'au dernier jour. À mon avis, ça va être les matchs de Turin. Il reste un match entre les deux. Ouais, les matchs de Turin. C'est fin avril, 22-24 avril. Celui-là, il peut être dingue. Il peut être dingue. Et dernière chose, les jeunes en Serie A, parce qu'il y a un jeune Français qui a marqué un but importantissime. Yann Caramo. Parce que Yann Caramo a marqué le but de la victoire de l'Inter, qui est resté sur 9 matchs sans gagner. C'est arrivé à 10 matchs sans gagner. C'était la plus longue série négative de l'Inter en championnat. Et donc Caramo, 98, la Roma qui a trouvé un doublé du Turc Ander qui est en 97 et Cutrone, attaquant de Milan, lui aussi 98, qui a marqué déjà 12 buts cette saison. Donc les gros des Serie A, ils ont des soucis, ils se retrouvent dans les jeunes, retrouvent des ressources importantes. L'Allemagne, jingle David Lorto. Alors David, 18 points d'avance. 18 points d'avance pour le Bayern, David. Bon, il n'y a plus de championnat, mais est-ce que ça fait débat, le fait qu'il n'y ait plus de championnat? Ça fait évidemment totalement débat et c'est la grosse problématique du moment en Allemagne. Mon avis tranché du soir, et je profite que Gilbert Bribois ne soit pas là parce qu'il me rirait à la figure. Mon avis tranché du soir, c'est oui, bien sûr que la Bundesliga est passionnante. Alors oui, le Bayern a 18 points d'avance, il va de record en record. Oui, le Bayern peut être champion dès le mois de mars. Ça, ce serait là aussi un record, même si c'est déjà arrivé, mais ça pourrait être encore plus tôt cette saison.
Et malgré ça, et j'ai envie de vous dire ce soir que c'est en partie un trompe-l'œil et qu'on peut vraiment trouver dans cette Bundesliga encore beaucoup de choses qui sont passionnantes. Notamment, par exemple, si on regarde d'un peu plus près, et pas seulement le comptable et ce rouleau compresseur qu'est le Bayern, qui effectivement est impressionnant en ce moment, si on regarde d'un peu plus près, les 3 derniers matchs du Bayern ont été disputés contre 3 équipes que sont le Werder Bremen, Leverkusen et Schalke, qui ont toutes les 3, de Werder Bremen, Hoffenheim et Schalke, qui ont toutes les 3 des entraîneurs nouvelle génération, ou des entraîneurs qui apportent un vent un petit peu d'insolence. Schalke a mené au score contre le Bayern, s'est incliné à la fin 2-1. Hoffenheim a mené au score même 2-0 avec Nagelsmann qui a tout juste 30 ans, qui s'est incliné à la fin, certes. Le Werder aussi a mené contre le Bayern avec un jeune entraîneur, Kofeld, dont on n'a pas encore eu trop l'occasion de parler, mais qui a le courage, comme les 2 autres, de tenter des choses et de considérer que jusqu'à la fin, on peut gagner contre cette équipe. Ça paraît un peu naïf de dire ça, n'empêche que ce week-end, Schalke contre le Bayern, à la 90e minute, il y a encore tout à fait la possibilité d'une part d'un nul, voire même éventuellement d'une victoire. Alors oui, le Bayern écrase le championnat, oui, il va être champion très tôt. Vu de l'extérieur, si on ne regarde pas les matchs, on peut considérer que c'est inintéressant parce qu'on a un club qui caracole devant tous les autres. N'empêche que ce Bayern, il est quand même challengé par des entraîneurs nouvelle génération, et ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, c'est qu'il y a derrière ce Bayern 10 équipes, pas moins de 10 équipes, Leipzig, Dortmund, Francfort, Leverkusen, Schalke, Augsbourg, Hoffenheim, Hanovre, Mönchengladbach et Berlin. Ces 10 équipes-là sont susceptibles d'arriver en Ligue des Champions en fin de saison. Ça veut dire qu'il y a un énorme peloton, une énorme grappe d'équipes pour lesquelles chaque match, chaque week-end va être en championnat, va être une espèce de combat contre toutes les autres parce que on veut accéder aux 3-4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Attention à l'homogénéité qu'il y a derrière, ça a été le grand mal du foot français vendu par Fred Thiriet pendant des années. C'était tout est homogène derrière. À l'époque, c'était Lyon. Tout est homogène et c'est une bonne nouvelle. Et en fait, ça ne l'était pas. Et ce qui sera un révélateur intéressant, c'est de voir ce que vont faire tes clubs en Europe cette semaine. En Europa League notamment, oui. Il reste qui en Europa League ? Notamment Dortmund, évidemment, qui a été renversé. Ouais. Et là, j'en profite dès maintenant parce qu'on va peut-être manquer de temps en fin d'émission, mais il y a eu un événement majeur ce week-end de Marco Reus, le meilleur joueur allemand du moment, qui était de retour après 8 mois de blessure et qui a obtenu tout de suite la note maximale avec Dortmund. 8 mois, qu'est-ce qu'il est blessé souvent, lui, quand même ? Depuis 2011 en fait. Depuis qu'il a 21 ans. En plus, je l'ai vu, c'était le match contre Hambourg là que tu dis. Voilà, j'ai vu le résumé, j'ai vu et je l'ai vu à la fin, là, heureux et tout ça. J'ai dit oh merde, Reus. J'avais presque oublié, moi qui ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Oui, parce que il manque la Coupe du Monde 2014 sur blessure, il manque le Championnat d'Europe 2016 sur blessure. Donc là, on se dit que peut-être pour la Russie, avec un peu de chance, maintenant qu'il retrouve la forme et qu'il est revenu là disputer 70 merveilleuses minutes avec Dortmund pour cette victoire de 0 contre Batshuayi a encore marqué. On se dit... Pardon ? Oui. Batshuayi, il a marqué. Hein. Les mêmes débuts que Aubameyang, du coup 3 buts en 2 matchs, avec aussi le petit salto qui va bien. Non mais alors pour revenir rapidement sur l'homogénéité derrière, en fait effectivement sportivement ça pose question. N'empêche que pour ce qui est du suspense et pour les spectateurs et les fans de chacun des 10 clubs que j'ai cités, si les résultats en Coupe d'Europe après sont pas bons, à mon avis ça va couiner chez vous. On va vite le savoir. C'est déjà un énorme débat en Allemagne et il y a notamment une grande gueule qui est Stefan Effenberg, j'en cite quasiment toutes les semaines, qui a lancé l'idée de jouer des playoffs avec la possibilité, comme un peu en basket, de déterminer le champion à la fin, même si vous avez 25 points d'avance, ça change rien si vous perdez la finale. Ouais. Alors c'est une idée qui est très critiquée en Allemagne parce qu'on a des arguments aussi contre, et notamment ceux que j'ai cités tout à l'heure. Mais on commence à se dire comment faire pour garder la Bundesliga attractive. Et il y a aussi un point, et j'en terminerai par là, cette fameuse règle du 50+1 là, qui empêche les investisseurs, notamment étrangers. Ah ça, il y en a qui veulent la faire sauter celle-là. Ça commence, la digue commence un petit peu à céder. Si l'Allemagne peut faire rentrer les investisseurs étrangers, ça va attirer du monde. Hein. Ouh là oui. Oui, alors l'Allemagne, ça va s'en trouver bousculé aussi. C'était une belle règle et une belle garantie pour un certain esprit, une certaine manière de fonctionner.
Moi j'aimais beaucoup cette règle, mais quand c'est dans le contexte concurrentiel en Europe, ça devient compliqué à un moment. Oui, tu peux pas. C'est un débat qui vraiment, et je voulais insister là-dessus ce soir, c'est un débat qui vraiment envahit maintenant les médias audiovisuels comme la presse écrite aussi. Ça devient vraiment le thème majeur parce qu'on se dit, ce Bayern avec 18 points d'avance, est-ce que ça devient pas un peu ennuyeux? Et effectivement, il y a une légère baisse de fréquentation dans les stades qui commence à être constatée. Si le Bayern se fait sortir tôt en Ligue des Champions et que les clubs en Europa League ont des déboires, tu vas voir les débats. Naples, Leipzig et Dortmund-Atalanta. La double confrontation allemande-italienne. Ah oui, ça va être passionnant ça en Europa League en l'occurrence. David, tu voulais également nous parler du phénomène Upamecano. Oui, il faut dire un mot parce qu'on veut parler des internationaux français, des Français qui brillent à l'étranger. Et Upamecano a marqué son premier but avec Leipzig, ce défenseur central merveilleux de 19 ans qu'il a dédié d'ailleurs à sa maman. Alors ça, c'est pas un scoop, mais Upamecano, c'est incroyable ce joueur. J'avais déjà évoqué, mais 19 ans et une telle maturité. Alors après, on pourrait parler d'insouciance, mais c'est un joueur qui dégage vraiment quelque chose comme défenseur central, qui a une espèce de maîtrise, de maturité qui est assez bluffante. Et les bons résultats de Leipzig, j'ai cité d'autres joueurs dans cette équipe, et lui n'y est pas étranger. Il va vraiment falloir suivre ce jeune de près. On veut pas le laisser partir à Leipzig, et c'est bien normal. Ce club est deuxième actuellement du championnat, je le rappelle, 18 points de retard certes, mais deuxième derrière le Bayern. Et Upamecano s'est imposé comme défenseur central. C'est assez bluffant, et moi je trouve qu'il a un rayonnement qui est bien au-delà de ce qu'un joueur de 19 ans peut laisser comme perspective, quoi. Très bien, il faut attendre un petit peu. David, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des événements en patinage de vitesse à suivre dans les jours qui viennent? C'est surtout un Hollandais qui domine, Kramer. Oui, Kramer, bien sûr, magnifique. La vidéo top là-dessus. Donc c'est important de le rappeler. T'aimes bien? Comment? Alors oui, je confirme, c'est un super patineur, oui, ça c'est sûr. Ah voilà, tu vois, t'avais bon Fred. Il a réussi à replacer son patineur. Messieurs, merci les drôles de dames, merci David, merci Simonet, Philippe, merci Fred également. Demain, évidemment. Dans 48 heures. Avant dans 48 heures, dans 24 heures, on retrouve Simonet et Philippe et Juventus, Tottenham évidemment. Merci Daniel, merci Pierre. L'after revient demain après ses premiers huitièmes de finale. Et évidemment, toutes les infos autour de Real PSG sur rmcsport.fr.